Et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4 par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes, des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité. Et le seul frein qui pourrait y avoir, ça serait du côté de la presse, qui revendique une liberté, qui pointe régulièrement du doigt tous les pays qui font pas bien, alors que c'est l'exemple même de ce qu'il faut pas faire. Oui, et là je suis effectivement très critique des politiques sanitaires mises en place. Alors en Suisse, un tout petit peu moins mal qu'en France, mais enfin c'est quand même basé sur le même paradigme, donc il est quand même faux de A à Z. Et puis j'ai dans un premier temps exprimé très clairement mon soutien aux autorités en disant on ne sait pas très bien dans quoi on est, ils prennent des décisions. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a cet avantage de le faire de manière beaucoup moins polémique. Douce. Ouais, dans le déchirement, de la dramaturgie, comme c'est le cas en France, ce côté un peu plan-plan. On revient d'une course d'école avec le saucisson dans le sac à dos, on se pose et puis on regarde tranquillement ce qu'il en est. Donc j'étais plutôt supportif, j'ai envie de dire, de cette posture. Là où je m'en suis complètement éloigné, c'est que le b.a.-ba de l'intelligence, c'est de vérifier si les hypothèses qui étaient les nôtres résistent à la confrontation avec le réel, et que depuis le début, on est dans la même absurdité. De nouveau, qu'on ait pris des mauvaises réponses au début, je jette la pierre à personne, même si on aurait dû être préparé, parce que ça fait 20 ans qu'on connaît ce danger et qu'on s'y prépare, et qu'il y a eu des très bons plans qui ont été faits, notamment par le directeur précédent de l'Office fédéral de la santé publique, Thomas Zellner, qui avait fait des plans pandémie qui étaient parfaitement pertinents. Or, quelques années après, une pandémie arrive, et puis on a l'impression que les autorités politiques et sanitaires découvrent à cette occasion ce que c'est qu'une pandémie. Donc là, évidemment qu'il y a une question de responsabilité politique extrêmement aiguë. Cela dit, étant donné qu'on était si mal préparés, que les autorités, dans un premier temps, pris des options, et ça, il faut le faire, il faut prendre des partis. Et même si ce n'est pas les meilleurs, franchement, je ne leur aurais jamais jeté la pierre. Et au contraire, j'ai dit dans un premier temps que je trouvais rassurant comment elles se comportaient. Ce qui ne l'est pas, c'est que depuis, alors même que tout vient confirmer que les décisions n'étaient pas les bonnes et qu'il faudrait d'urgence en prendre de meilleures, eh ben, ils sont dans l'incapacité de reconnaître cet état de fait et de corriger le tir. Et ça, c'est lamentable. Si on revient en arrière, donc on a ignoré l'épidémie en Chine, tout s'est précipité, ou plus ou moins ignoré, on en a parlé, on pensait que ça allait plutôt rester par là-bas, et tout s'est précipité quand le virus est arrivé en Italie. Comme dit Gérald Bronner, le sociologue, quand il y a en inédit les cerveaux qui déraillent, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu aussi vite dérailler, d'abord en Italie et ensuite partout dans l'Europe et dans le monde. Oui. Alors c'est là où effectivement faire l'anatomie du désastre, comme je l'appelle. La déconstruction, l'anatomie. Est vraiment intéressante parce que effectivement, et moi le premier, nous avons été leurrés en partie par notre espérance procédant des épisodes épidémiques antérieurs. Depuis l'an 2000, il y a eu un ensemble de départs de feu. On se souvient d'un certain nombre, déjà un premier SARS en 2003, puis la grippe porcine, puis le H1N1. Donc il y a eu des départs de feu, ou Ebola, qui heureusement, et ça arrive souvent avec les épidémies, se sont éteintes à un moment donné sans qu'on sache vraiment expliquer pourquoi, d'ailleurs. Et donc, ce coup-ci, on s'est dit, voilà, c'est la énième, nous-mêmes, appel au loup, au secours, au loup, puis on se précipite, puis il n'y a pas de loup, donc on ne va pas se faire avoir ce coup-ci. Et moi aussi, ça a été en partie une première réaction, je dirais, un peu viscérale. Cela dit, ça va quand vous êtes un vulgaire Pékin, comme vous ou moi. Mais quand vous êtes
un responsable politique ou un responsable sanitaire en charge de la santé d'une population, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez vous dire quel est le pire cas de figure possible, et puis quelles sont les mesures qu'il faut prendre en place pour que si le scénario n'est pas aussi favorable qu'on l'espère, on puisse vraiment s'ajuster à la réalité des choses. Et là, on voit ce différentiel entre des pays qui ont eu des bonnes réactions, je pense évidemment à l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce virologue à Berlin qui a justement hurlé au loup très vite, mais au moins ça a fait réagir tout le monde. C'est vrai aussi qu'Angela Merkel est une scientifique, donc je pense qu'au niveau de la gouvernance du pays, il y a une intelligence de ces choses qu'il n'y a pas ici. La Corée a réagi comme ça, Hong Kong a réagi comme ça, Singapour a réagi comme ça, enfin tous les pays qui ont eu du succès contre l'épidémie ont réagi comme ça. Puis les pays européens, eux, ont attendu de voir si jamais l'hypothèse qu'au fond, ça pouvait ne pas être aussi grave qu'on pouvait le redouter, tenait la route ou pas. Et ça, en termes de nouveau de responsabilité politique et de gouvernance, c'est une aberration, je veux dire. Et du coup, quand l'épidémie est arrivée et qu'on a vu son ordre de gravité réel, c'est pas insignifiant, c'est pas terrifiant, mais c'est venu taper dans un système qui était tellement pas préparé que ça a pris des proportions effrayantes. Ça a mis le feu aux poudres à une vitesse incroyable. Et très vite, après, les taux s'est resserré partout. Évidemment, d'abord en Italie, ensuite en Suisse, en Europe, dans le monde entier, privant les gens de leurs libertés les plus fondamentales. Comment est-ce possible qu'on ait accepté sans rechigner de telles restrictions a priori scandaleuses pour des sociétés où la liberté individuelle est le bien le plus précieux ? Mais je crois qu'il y avait une justification morale très recevable pour commencer. C'était le fait de dire, nous vous demandons à tous de faire un effort, puis ça le Conseil fédéral l'a bien fait ici dans son français fédéral. Faisons tous un effort pour ne pas mettre à risque les personnes les plus vulnérables. Et là, je donne crédit aux autorités tant fédérales que genevoises d'avoir insisté depuis le début qu'on n'était pas dans une catastrophe sanitaire, qu'on n'allait pas tous mourir du Covid, que la plupart des gens n'étaient pas en danger. Mais par contre, on était responsable pour tous les autres, pour les personnes à risque. Pour ne pas engorger le système de soins, justement avec ces situations qu'on a vues en Italie, et mettre en danger les personnes à risque, on devait tous accepter une restriction de nos libertés. Et moi, je trouve très noble que la population ait réagi favorablement. Ce qui avait mal été compris, c'est que la situation sanitaire en Italie tenait à un ensemble de paramètres, alors qu'on a mieux analysé depuis, et qui ne justifie pas ce qu'on a demandé aux gens, ou en tout cas pas sous cette forme. Et de nouveau, pour moi, le problème, c'est pas tellement les premières réponses telles qu'on les a bricolées, comme toujours dans la réalité, mais ça a été l'incapacité de les remettre en question. Et puis alors cette incapacité, mais terrible sur le plan du contrat politique et de l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître qu'à certains endroits, on s'est trompé. C'est-à-dire que ça soit si difficile d'entendre des autorités que la suppression des stocks de masques pour entrer dans une logique de commande à flux tendu, qui est le grand shift qu'on a fait en 2010 et 2020 dans tous les pays occidentaux, nous a mis dans une merde noire pour parler français. L'incapacité de reconnaître ça et de préférer prétendre contre toute évidence que les masques ne servent à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est dans du mensonge d'État et qui est très problématique parce qu'il altère cette confiance qu'on peut avoir dans les responsables. Et on sait que la base de toute communication de crise, c'est au contraire de reconnaître ses erreurs. C'est de pas dire, quand on est chez Volkswagen, non, on n'a pas du tout truqué les logiciels de diesel. C'est de dire, oui, on a merdé, on s'en était pas rendu compte, ou vraiment on n'était pas conscient comme ça se révèle maintenant, on va faire tout ce qu'il faut pour découvrir pourquoi et corriger les choses. Et c'est cette intelligence-là, intellectuelle et de communication et de relation avec la population, que les autorités n'ont pas eu, ni en France, ni en Suisse, ni dans les autres pays, et qui, à mon avis, est infiniment dommageable sur le plan sociétal. Quel rôle a joué l'OMS là-dedans ? On peut dire en quelques mots ? C'est une question tellement vaste que je ne me hasarderai pas à y répondre de manière exhaustive. L'OMS, alors peut-être juste quelques points de repère. D'abord, leur rôle, c'est de hurler au loup le plus vite possible. Donc, ils ont tiré des sonnettes d'alarme, ils ont fait ce qu'ils doivent faire, qu'ils avaient déjà fait X fois dans le passé, mais en déformant beaucoup les choses, et notamment avec ces statistiques débiles, je n'ai pas d'autres mots, qu'ils ont livrées comme ça, comme des vérités, et qui étaient juste tellement aberrantes. Et très mal analysées, de surcroît. Et très mal analysées. Donc là, il y a une responsabilité, j'ai envie de dire, de rigueur intellectuelle, tout en sachant que quand on est dans de l'inconnu, c'est un peu difficile de faire le contour des choses. Mais de nouveau, si moi, insignifiant anthropologue, confiné dans ma chambre, j'arrive à comprendre que c'est complètement, que ça tient pas la route, on peut se demander si des gens qui sont payés à année longue grassement
pour analyser ce genre de données ne devrait pas être un peu plus sagace que je peux l'être moi-même de mon côté. L'autre élément, ça a été beaucoup souligné, c'est que l'OMS actuellement est financée à hauteur de, je ne sais plus, 70 ou 80% par des fonds privés, et notamment ceux de Bill Gates. Donc là, on est encore dans ce dévoiement qui est que des instances internationales qui devraient être neutres, à distance des jeux politiques, indépendantes des pouvoirs économiques, sont en fait complètement instrumentalisées par les États. Et là, notamment, ils ne voulaient surtout pas fâcher la Chine, qui quand même était un peu mal prise avec cette histoire-là. Et puis après, on s'est aperçu qu'ils avaient des politiques voilà, qui sont forcément en loyauté avec des intérêts autres que le bien commun. Ça, c'est un problème transversal, ça existe aussi dans les États. On sait par exemple que toutes les instances d'accréditation des médicaments sont en lien et en conflit d'intérêts massif avec l'industrie pharmaceutique. En 2012, en Suisse, on estimait que 60% des gens qui travaillent à Swissmedic, donc l'organe officiel de la Confédération d'analyse des médicaments, avait des liens d'intérêt directs avec l'industrie pharmaceutique. Donc c'est vraiment demander aux compagnies pétrolières d'évaluer l'impact environnemental des combustibles fossiles. C'est le système de Trump. C'est ce qu'il a fait aux États-Unis. Et en fait, en Suisse, sans nous en rendre compte, mais dans toutes les soi-disant démocraties, nous sommes structurellement dans le même genre de réalité. En tant que média d'athlétisme, on va aller ailleurs, on va aller en Afrique. On s'intéresse aux pays d'Afrique de l'Est, évidemment. Avant tout, comme partout, les médias ont prédit une immense catastrophe, avec pression de la part de l'OMS, de partout. Et au final, ces pays semblent relativement épargnés par la pandémie. Comment est-ce possible, selon le spécialiste de la santé, Jean-Dominique Michel? Alors déjà, une petite précaution liminaire, c'est qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tout indique que ces pays sont très épargnés. Il faut toujours être prudent avec ce genre de choses, parce que peut-être que dans 3 semaines ou 3 mois, on s'apercevra qu'il en sera autrement, mais en ce qui me concerne, je serai relativement confiant. Alors, pour moi, il y a 3 paramètres essentiels. Le premier, c'est une question géoclimatique. C'était une question qui a été longtemps en suspens, mais les dernières recherches montrent que le coronavirus chinois, le nouveau coronavirus, se diffuse, prospère le plus dans des conditions où la température ambiante est entre 5 et 11 degrés avec très peu d'humidité. Après, vous avez des pays très chauds avec beaucoup d'humidité, a priori, vous êtes plutôt bien. Mais l'autre élément, et lui, je le trouve fascinant sur le plan civilisationnel, c'est que, au fond, nos pays occidentaux auront démontré une incapacité criante à répondre à une situation de crise. Elles auront fait tout et n'importe quoi, banaliser, dramatiser, prendre des mauvaises réponses, être incapables de reconnaître leurs erreurs, mettre en échec la thérapeutique et la clinique au profit de la recherche. Quand on dit un traitement qui, a priori, semble donner des résultats, qui n'est pas dangereux, on ne va pas le donner avant d'être sûr sur le plan scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui se noie, puis on dit, c'est une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, mais elle est vraie, c'est quelqu'un qui se noie, on ne lui envoie pas une bouée avant d'avoir fini de faire des tests d'homologation de la bouée. C'est débile, quand on est dans une situation d'urgence, on fait ce qu'il faut, quitte à ce qu'on découvre en cours de route des éléments qui nous avaient échappé. Et de ce point de vue-là, rappelons par exemple que l'intubation des patients en soins intensifs étant actuellement en train d'être démontrée comme étant beaucoup plus dommageable qu'autre chose. Alors là, je jette la pierre à personne, parce qu'évidemment que des médecins urgentistes, ils font ce qu'ils pensent devoir faire. Puis si on constate en cours de route qu'il y a quelque chose qui fait qu'en fait, c'est pas ce qu'il fallait faire, là, oui, on est plus intelligent ailleurs. Après, on ne pouvait pas le savoir avant. Donc on pourrait dire qu'il y a une base méthodologique outrée, oui, qui a tout à coup capoté dans un stress et dans une psychose d'abord personnelle et ensuite générale. Oui. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'imbécilité technique. C'est-à-dire qu'on devient tellement bon dans la technique et le détail qu'on devient imbécile, c'est-à-dire faiblesse de pensée, hein, c'est pas une injure. Enfin, c'est devenu une injure, mais l'imbécilité, ça veut dire étymologiquement la faiblesse de pensée. Il y a trop de faiblesse de pensée pour pouvoir trouver des réponses adéquates. Et là, on a vu en Occident une imbécilité massive, alors que les pays du Sud, eux, ils ont l'habitude de faire face à des crises. Excusez mon français, ils ont l'habitude d'être dans la merde, de devoir trouver des solutions. Donc eux, ils ne se sont pas posés de questions une seconde. L'hydroxychloroquine, ils ont l'habitude d'en bouffer à années longues contre le palu.
contre la malaria. Donc, bien sûr, ce remède ne coûte rien, il est disponible, il peut protéger des gens, on rend ça